Merci, Monsieur le Président. Monsieur, dames, je suis très content d'être avec vous cet après-midi. Je n'ai jamais donné une conférence sur ce sujet. J'ai écrit pas mal sur les conséquences culturelles de l'interventionnisme monétaire. Et j'ai donné des conférences également sur ce sujet, pas mal de conférences, mais jamais donc sur la culture en tant que facteur de la... Oui, merci. Jamais sur la culture en tant que facteur de la richesse des nations. Hein, donc, vous allez m'excuser que je ne vais pas atteindre les profondeurs que vous procurerez un anthropologue ou un sociologue. Donc, je suis juste un économiste. Hein, donc, il faut garder ça à l'esprit. Je touche jamais ce sujet non plus dans les enseignements des sciences économiques. Évidemment, dans mes cours, je cherche à élucider certains mécanismes qui tiennent à la production de richesse, donc à la richesse des nations. C'est donc le célèbre titre de l'ouvrage d'Adam Smith que beaucoup d'économistes considèrent comme le point de départ de l'évolution des sciences économiques, en tout cas dans les temps modernes. Hein, donc, il s'intitule donc Essai sur la nature et les causes de la richesse des nations. Pas rentrer dans un commentaire de ce titre qui est très important, mais en tout cas, donc Adam Smith il souligne deux mécanismes de la production de richesse qui sont très importants et que je aborde également dans mes cours, que sont donc la division du travail et l'accumulation du capital. Alors la division du travail, ça c'est un sujet sur lequel tous les économistes sont d'accord, ils trouvent dans le consentement même des keynésiens, donc ce qui est rarement le cas, que libéraux et keynésiens se trouvent sur un plan d'accord. Évidemment, les esprits se séparent dès qu'on aborde l'accumulation du capital, parce que l'accumulation du capital, au moins de la manière dont l'a envisagé Adam Smith, est basée sur l'épargne. Donc sur un train de vie parcimone. Et ici, donc, les keynésiens ne sont pas du tout d'accord. Ils disent voilà, l'épargne est très nuisible pour l'économie, pour la production de richesse. Justement, l'épargne ne sert qu'à enrichir des individus épargnants, mais ceci toujours aux dépens donc aux frais de la communauté. Parce que si quelqu'un épargne, donc définition, il ne dépense pas à la consommation. S'il ne dépense pas à la consommation, il va donc réduire les revenus, le chiffre d'affaires des entreprises, et ces entreprises, en leur tour, seront forcées à réduire leurs propres dépenses. Hein, donc, on risque, en basant la croissance sur l'épargne, on risque d'enfermer l'économie dans un cercle vicieux où une réduction de la dépense entraîne d'autres réductions des dépenses au point que donc, tout disparaît dans une espèce de trou noir déflationniste. Okay. Et donc dans mes cours, je cherche à élucider un petit peu les véritables mécanismes qui sont ici en jeu et à démontrer aux étudiants, et ça se démontre quand même assez facilement, que ce mécanisme n'existe pas et qu'il ne faut donc pas craindre le trou noir déflationniste, il faut craindre plutôt, bien au contraire, les politiques inflationnistes. Mais tel n'est pas notre sujet aujourd'hui. Le sujet commence donc, si on soulève la question, si on pousse l'analyse causale un peu plus loin. Hein. Donc on va dire, voilà, il y a la richesse des nations. La richesse des nations est basée sur la production donc de biens économiques. Quelles sont donc les causes qui entrent en jeu? Adam Smith nous dit la division du travail et l'accumulation de capital. Et d'ailleurs, donc pour lui, il a complètement raison sur ce point, l'accumulation du capital est fondamentale pour la division du travail. Une division du travail sans capital ne va pas très loin. Hein, donc elle est limitée à des techniques de production très primitives. Mais on peut pousser donc plus loin ce raisonnement causal ou l'analyse causale. Qu'est-ce qui détermine en son tour la division du travail? Qu'est-ce qui détermine l'accumulation du capital? Et ici, invariablement, on va commencer à parler des facteurs que nous abordons typiquement dans les discours libéraux, à savoir les droits de propriété, l'échange, et notamment l'échange monétaire. Donc, pas de division du travail élargie sans
sécurité des droits de propriété, parce que sans sécurité des droits de propriété, l'accumulation du capital ne va pas très loin. On a besoin de l'échange monétaire. Sans échange monétaire, il est impossible pour les participants au marché d'effectuer des calculs économiques, donc de comparer les différents projets d'investissement qu'ils pourraient poursuivre. Donc ça, c'est un point très important. Mais creusons plus loin. Qu'est-ce qui est donc sous-jacent aux droits de propriété, à l'échange et aux échanges monétaires? Fondamentalement, donc dans une première couche, donc on trouve ici le respect des droits et des obligations de tout un chacun. Avoir l'habitude de respecter, alors donner des promesses, honorer des promesses. Ça, c'est déjà quelque chose, donc les économistes n'en parlent pas, les anthropologues en parlent, les sociologues en parlent. Vous allez me pardonner si j'en parle sans connaître très bien la littérature. La confiance, un facteur très important. La confiance dans la parole d'autres personnes. Il y a personne qui me promet de venir à partir du lundi prochain, tous les jours dans mon entreprise et effectuer telle et telle tâche. Je l'embauche, donc ça nous paraît tout à fait banal, mais j'ai confiance dans sa parole. Lui, il a confiance dans ma parole. Je promets de le rémunérer. Pourquoi est-ce que nous faisons ça ? Et effectivement, donc, ce qui nous semble, pour nous, parce que nous sommes habitués à ce qu'on donne des paroles et on honore les paroles, donc c'est un fait pour nous peu étonnant. Mais si on regarde d'autres cultures, effectivement, déjà, les problèmes commencent là. Donc c'est un point d'observation de beaucoup d'entrepreneurs qui opèrent en Afrique. Donc ils embauchent des personnes et il y a des personnes effectivement qui viennent parfois, mais pas toujours. Parfois ça vient, parfois ça vient pas. Parfois on est payé, parfois on n'est pas payé, etc. Donc il n'y a pas cette même habitude que nous avons. Faire confiance dans la parole de personnes, faire confiance dans leur caractère, faire confiance. Faire confiance aussi dans la raison et dans l'expérience. Nous sommes habitués par un exercice séculier, donc beaucoup de temps, que nous prenons justement le raisonnement, la raison, comme guide de nos activités. Nous dérivons donc des informations de l'expérience. Pourquoi ? Alors, on pourrait dire oui, parce que ça marche. Mais comment est-ce qu'on a eu la première fois cette idée que ça marche? Et d'ailleurs, ça ne marche pas toujours. Parfois, c'est plein d'échecs. Pourquoi est-ce que nous avons confiance dans la raison et dans l'expérience? Pourquoi acceptons-nous de faire des sacrifices dans le présent pour atteindre des objectifs ultérieurs? Ceci aussi est donc nécessaire pour que la production de richesse décolle. C'est justement ça, l'accumulation du capital, investissement. Celui qui investit se décide à utiliser les ressources qu'il commande pour satisfaire immédiatement les besoins d'autres personnes. Si je suis producteur automobile, je ne suis pas membre de la famille Peugeot, mais combien de véhicules sont effectivement utilisés par les membres de la famille Peugeot? La réponse est très peu. Quelques centaines, si c'est une grande tribu, je n'en doute pas. Mais l'essentiel du capital contrôlé par cette famille est donc investi pour procurer des avantages immédiats, des services immédiats à d'autres personnes. Et chaque entrepreneur fait de même. Chaque entrepreneur a investi son épargne, son capital, pour la production des biens qui servent à ses clients. Et lui-même, en règle générale, n'y est pas pour la moindre des choses. Pourquoi avons-nous cette habitude? On peut répondre parce que ça fonctionne, c'est très bien. Mais comment est-ce qu'on a pu avoir pour la première fois cette résolution? Et d'ailleurs, donc encore, elle ne donne pas des fruits partout. En Afrique, pour citer encore, il y a très peu d'investissement en capital fixe, justement parce que ça ne marche pas toujours, parce que le temps qui serait nécessaire de faire fructifier ce capital, on est déjà exproprié, donc ça ne vaut pas la peine. Faire des sacrifices dans le présent pour atteindre des objectifs dans le futur, faire des sacrifices pour d'autres personnes, des membres de la famille, des amis, des membres de la tribu, de la nation, etc. C'est un fait culturel, ça ne tombe pas du ciel.
préparer un avenir incertain, préparer son propre avenir, préparer l'avenir des générations futures, ses propres enfants, mais parfois donc des personnes au-delà du cercle de la famille. Donc tout cela, c'est donc le champ qui nous intéresse. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont cette disposition et d'autres n'en ont pas? Je constate donc d'emblée que la culture est donc par définition un résultat de l'action humaine. Donc nous agissons de telle et telle manière, c'est que nous avons pris la résolution d'agir de cette manière. Mais elle ne peut pas être elle-même une cause ultime de la richesse des nations, justement parce qu'elle résulte des actions humaines. Donc il doit y avoir des facteurs encore plus fondamentaux qui entrent en jeu. Dans ce qui suit, je vais brièvement donc étaler le bilan donc, de l'impact de la culture sur la production de richesse, dans un premier temps, et puis revenir en plus de détails sur les causes de la culture, avant de conclure. Donc, première partie. Je souhaite donc vous présenter 3 points. Ou 4 points. Premièrement, la culture, donc quel est l'impact de la culture sur la production de richesse? Premièrement, la culture nous donne une orientation. Deuxièmement, elle nous sert à réduire la complexité de la réalité et donc à nous faciliter les choix. Troisièmement, la culture peut pour cette raison promouvoir la production de richesse et quatrièmement, elle peut aussi freiner ou empêcher la production de richesse. Donc le premier point. La culture nous procure une orientation. Nous baignons, pour ainsi dire, dans une culture, il y a beaucoup de choses que nous acceptons sans les interroger. Nous pourrons, notamment dans notre culture, la culture qui est la nôtre, nous avons le droit, et très souvent aussi la liberté, de mettre en question la réalité telle que nous la trouvons autour de nous. Mais s'il y a un principe de l'action humaine que les économistes connaissent bien, c'est que l'action se fait toujours à la marge. C'est-à-dire, on ne change jamais l'ensemble de cette réalité que nous trouvons, nous effectuons des changements dans les points précis, individuels, tout en acceptant le reste. Donc le changement est toujours marginal. Et ainsi de suite donc pour la culture. Très souvent donc, nous sommes occupés à... donc un entrepreneur par exemple, un entrepreneur ne va pas chercher à éduquer ses clients, il va prendre les préférences de ses clients comme une donnée ultime de son activité et il va chercher donc à trouver des manières pour les satisfaire au mieux, justement pas par altruisme forcément, mais dans le but aussi d'assurer son propre revenu. Donc on accepte en règle générale tout le reste et on opère sur les points individuels. Mais ceci veut dire aussi que la culture nous donne en règle générale, dans la culture dans laquelle nous baignons, elle nous donne des valeurs, des orientations, des valeurs ultimes. Elle nous propose des objectifs que nous devrions poursuivre et très souvent aussi elle nous suggère des priorités. Qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important. Ceci concerne à la fois la vie en famille et la vie professionnelle. Deuxièmement, la culture nous sert à réduire la complexité de la réalité et donc nous facilite les choix. Elle peut nous faciliter les choix. Et elle nous sert de norme, donc, et de cette manière comme un point de départ. On a le droit de changer la réalité, mais on la change toujours par rapport à cette norme qui est tenue comme allant de soi. Pensez par exemple à la division du travail. Nous sommes habitués au cours des 30, 40, 50 dernières années à penser que la division du travail au sein de la famille peut se faire selon les convenances de chacun des époux. Et c'est correct. Il y a 36 000 manières de vivre une famille. Nous l'observons aujourd'hui. Et pourtant, cet arrangement ou ces arrangements qui sont trouvés s'articulent toujours par rapport à une normalité, au moins la normalité qu'on avait trouvée jusque dans les années 60, peut-être encore 70. Et c'est justement cette norme-là qui facilite l'arrangement. Il y a donc une solution de base
qui est issu de la culture, et les deux se mettent d'accord par rapport à cette base, donc de dévier par rapport à ça. Dans la mesure où la norme disparaît en raison de la multiplicité des modèles de mener donc une vie ensemble, la définition de la norme elle-même devient plus difficile, et du coup, également, la définition de la vie d'ensemble devient plus difficile. Donc je crois que pour les jeunes ménages aujourd'hui, pour les jeunes époux aujourd'hui, il est plus difficile de s'arranger que pour les jeunes époux il y a 40 ans. La culture sert également de norme pour la résolution de conflits. Il y a des solutions standards dans le monde du travail, au sein de la famille, et il est possible donc de dévier des solutions standards, par exemple en définissant un autre modèle social des entreprises, des associations, etc., mais toujours par rapport à la norme. La culture nous suggère également les moyens les plus appropriés, encore par le même mécanisme que j'ai évoqué. On agit toujours à la marge. Il y a certaines choses sur lesquelles nous ne pensons pas en détail. Lorsqu'il s'agit donc de rénover une maison, etc., nous avons une idée, voilà, il devrait y avoir une salle de bain, une salle à manger, une cuisine, etc. Tout cela, donc on ne réfléchit pas sur cet arrangement fondamental. On a un modèle à partir duquel on part. Lorsqu'on crée une entreprise, on part donc de la notion qu'il faut avoir donc une fonction d'achat, de vente, comptabilité, ressources humaines, etc., etc. Donc tirer donc de l'expérience de la culture sans y penser en détail. Évidemment, on pourrait réfléchir et chercher à mettre en place quelque chose de fondamentalement différent, mais on ne le fait pas, en règle générale. La culture peut promouvoir, c'est donc mon troisième point, la culture peut promouvoir la production de richesse. Après tout, la culture telle que nous la connaissons, telle qu'elle nous environne, résulte des efforts passés de créer des richesses. Donc lorsqu'elle est en adéquation avec les circonstances, lorsqu'elle représente les bonnes orientations, les bons moyens, elle nous facilite la tâche et nous sert à atteindre nos objectifs. Et cette culture-là peut également promouvoir des vertus, parce que justement, lorsque c'est donc une culture de succès, elle rémunère, rémunère c'est la mauvaise expression, elle valide les dispositions donc d'honnêteté, de prudence, de justice, etc., que nous considérons comme étant des vertus. Mais la culture peut aussi freiner, voire empêcher la production de richesses. Lorsque cette culture n'est pas en adéquation avec les circonstances objectives qui environnent notre action humaine, lorsqu'elle est dominée par exemple par le vol, comme en Afrique, et à ce moment-là, cette culture peut, au lieu de valider les dispositions vertueuses, elle peut valider, c'est-à-dire couronner de succès, les dispositions vicieuses. Donc la malhonnêteté, la violence, le narcissisme, la paresse, l'avarice, etc. Quelles sont donc les causes qui entrent ici en jeu? La deuxième partie. Les causes de la culture. Ici, je vous propose de revenir sur cinq points. Premièrement, la métaculture. Deuxièmement, la religion. Troisièmement, l'expérience et la raison. Quatrièmement, la violence. Et cinquièmement, quelques observations sur les porteurs de la culture. Donc on peut voir les causes de la culture dans la métaculture, c'est-à-dire la culture du changement de la culture. Quels sont les mécanismes par lesquels on a le droit de changer la culture? Quel rôle joue l'expérience? Quel
quel rôle joue la réflexion, quel rôle joue la violence. Qu'est-ce qui est licite? Comment est-ce qu'on a le droit de changer les habitudes et d'institutionnaliser ces habitudes? Et ici, le tout premier facteur, le facteur fondamental, à mon avis, est la religion. La religion sert surtout à définir la finalité de l'action humaine. C'est-à-dire, elle définit pour nous ce qui est bon et désirable et donne ainsi donc une orientation à l'ensemble des activités humaines. Alors je vais illustrer ceci avec quelques exemples tirés de la religion chrétienne, donc en particulier. Donc, dans la religion chrétienne, on trouve 3 faits qui ne sont tirés ni de l'expérience ni de la raison, et qui sont donc véritablement issus d'une foi, d'une confiance envers une personne, en l'occurrence, donc Jésus-Christ, et dont nous ne pourrions avoir connaissance autrement que par cette confiance. Donc il n'y a pas de source dans le raisonnement, et il n'y a pas de source dans l'expérience. C'est donc méta-expérience, méta-raison. Le premier point, c'est la Trinité. Okay. Nous n'avons connaissance de la Trinité que par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre source. Certainement, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait observer, ni de déduire par un syllogisme, etc. Donc il y a notre Dieu chrétien et donc un Dieu trinitaire. Qu'est-ce que ceci implique pour la finalité de notre action? Mais premièrement, ce Dieu crée donc une valeur pour nous de l'amour. Parce que ces 3 personnes qui se trouvent dans la Trinité sont unies par un amour. C'est aussi un Dieu très particulier. Donc le Dieu est un, mais en vérité, c'est une communauté de personnes parfaites. Donc le Dieu que les chrétiens vénèrent est une communauté parfaite. Il y a 3 personnes qui sont tellement unies qu'on ne peut plus les séparer. Donc ils sont différents uniquement comme 3 points d'un triangle. Donc nous avons ici l'idéal donc d'une communauté libre, parce qu'il n'y a pas de chef dans cette trinité, il n'y a pas un qui a le grand bâton et coerce donc les 2 autres à se subordonner ou à coopérer, etc. C'est donc une communauté basée sur l'amour, sur le consentement libre et qui valorise donc le relationnel. Et pourtant, donc c'est un Dieu aussi qui ne reste pas dans son relationnel comme dans un cercle fermé, mais qui rayonne. Donc c'est un Dieu qui va vers le monde et qui donc envoie donc l'Esprit Saint en principe envers toute personne. Donc ça, c'est si on est chrétien et qu'on en soit conscient ou non, on est donc amené à considérer cet état des choses, donc, se trouver donc en relation d'amour, de rayonner vers l'extérieur et donc d'avoir donc une attitude d'amour envers le monde qui nous entoure comme étant l'objectif désirable. Okay. Deuxièmement, dans la religion, nous avons donc une valorisation de la personne. Chaque individu compte, chaque individu est une personne. Chaque individu, chaque âme individuelle est plus important que tout le monde matériel qui l'entoure, qui nous entoure. Il y a une publication récente sur laquelle je souhaite attirer votre attention, c'est le livre de Larry Siedentop, c'est donc un philosophe américain qui a publié il y a 4 ans un livre avec le titre Inventing the Individual, The Origins of Western Liberalism. Siedentop, S-I-E-D-E-N-T-O-P. Et ce qu'il affirme, c'est que donc, contrairement à la civilisation donc des Grecs et des Romains, qui n'avaient pas de notion de l'individu. Donc, les Grecs et les Romains considéraient les individus humains donc, comme des espèces de lapins et de porcs, etc. C'était juste des animaux, c'était un animal social, bon d'accord, mais c'était un animal sans mérite en particulier pour chaque instance de l'espèce.
Donc la grande différence vient donc avec Jésus-Christ, qui nous dit donc de valoriser chaque individu, donc de reconnaître la valeur propre de chaque individu. Donc c'est un résultat tout à fait intéressant que donc l'individualisme, et ça a été souvent donc observé, tire ses origines effectivement dans la religion chrétienne. Donc il y a des excès de l'individualisme, tout comme il y a des excès du collectivisme. Hein. Mais en tout cas, la valorisation de la personne individuelle trouve son origine dans un acte de foi, pas dans l'expérience, pas dans le raisonnement. Troisième point, qui est également donc tiré d'une foi religieuse, c'est la foi dans la création. Donc le monde qui nous entoure, que nous observons, que nous expérimentons, a été créé. Il n'est pas issu d'un processus aléatoire d'évolution, etc. Il a été créé, il a été mis en place. Peut-être qu'il y a quelque chose comme l'évolution, mais cette évolution a été voulue et le mécanisme a été mis en place. Il n'a pas résulté d'un processus aléatoire. Et cette foi dans la création, encore évidemment, elle n'est pas tirée de l'expérience et du raisonnement. C'est pour cela que profondément, elle est non scientifique, c'est absolument correct. Hein. Elle nous confirme dans l'attitude de croire que chaque chose que nous voyons et sur laquelle nous réfléchissons a sa logique propre. Et que cette logique propre reste constante à travers le temps. Donc sans cette conviction, il est difficile d'aborder un raisonnement scientifique. Ce qu'on fait dans un raisonnement scientifique ou dans une recherche scientifique, c'est qu'on observe donc des faits individuels et on part donc de la notion que la nature de la chose qu'on observe ou du mécanisme qu'on examine soit constant. Alors cette conviction de la conscience n'est pas elle-même tirée de l'expérience ou du raisonnement. Hein? Donc lorsqu'un scientifique dans un laboratoire examine les propriétés de tel et tel minéral, donc il va donc constater qu'effectivement le spécimen sous observation, il a telle et telle qualité, et il va en tirer la conclusion que tous les autres spécimens de la même nature vont avoir exactement les mêmes qualités. Alors cette conclusion, cette généralisation n'est pas elle-même tirée de l'expérience. Elle est basée sur la conviction que la création reste constante, la nature qui a été mise en place est constante et couvre donc tous les spécimens qui nous intéressent. Et les libéraux aussi qui affirment donc le libre arbitre des individus, le font par conviction qui est donc tirée de leur cas individuel et de leur interaction avec d'autres individus. Mais pour généraliser ce fait, il faut encore s'appuyer sur la conviction que la nature des êtres humains ne change pas. Elle n'est pas fondamentalement différente aujourd'hui qu'elle était hier ou qu'elle va être demain. Elle n'est pas différente entre moi et d'autres personnes. Donc, la religion, comme on peut le voir dans le cas de la religion chrétienne, donne donc des orientations, des convictions, des hypothèses, des suppositions qu'on peut chercher à valider ou à refuter à volonté, mais nous donne donc un point de départ qui s'avère des plus importants en pratique. Et je me permets simplement de signaler que voilà, il y a dans d'autres religions, on a des points similaires, mais également différents. Par exemple, dans la religion juive, nous avons également le concept de personne. Hein, le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu qui interagit avec Abraham, qui aime Abraham et Jacob, etc. Et qui lutte même avec sa création, hein, qui s'engage vraiment dans la lutte. Ce n'est pas un Dieu trinitaire, on n'en sait rien. Hein, mais c'est donc un Dieu qui a un rapport personnel avec les êtres humains qu'il a créés. Et c'est donc c'est également l'élément de la création, nous l'avons également dans la religion juive. Dans la religion musulmane, nous avons l'idée de la création. Dieu a tout créé. Hein, donc ça c'est le point commun avec les juifs et les chrétiens. Mais il manque les deux autres éléments. Il manque l'élément de la Trinité, il manque l'élément de la personne. Et ceci colore toutes les orientations des musulmans et rend donc, comme nous le savons, le vivre ensemble avec les chrétiens et les juifs
donc parfois difficile. Ce n'est pas la seule raison, il y a des bons et des mauvais partout, hein, mais je crois que c'est ces aspirations et ces convictions profondes qui sont enracinées dans la religion, hein, qui orientent les présuppositions avec lesquelles nous abordons donc d'autres personnes et qui colorient donc, et orientent notre comportement. Deuxième facteur, ce facteur est déjà dérivé, comme je l'ai argumenté, la raison et l'expérience. Donc je ne vais pas beaucoup parler sur la raison et l'expérience, justement, donc parce qu'on a tendance à en parler beaucoup. Et évidemment, ce sont les facteurs qui immédiatement caractérisent notre religion, surtout notre religion chrétienne, hein, qu'on exerce donc librement sa raison, on peut se baser librement sur les expériences que chacun tire, à la fois sur le plan culturel, mais aussi dans le monde de l'entreprise et le monde de la recherche, etc. Et cet emploi libre, donc concurrentiel, contestable, fait auquel nous sommes habitués, de la raison et de l'expérience, se sont avérés de la plus grande importance et la plus grande utilité de la création de richesse. Troisièmement, un facteur qui est donc souvent sous-estimé, c'est l'influence de la... attendez, c'est déjà mon quatrième point. Non, c'est le quatrième point. La violence. Donc l'influence de la violence. La violence en tant que cause de la culture. Ici, je renvoie à un philosophe qui est aujourd'hui relativement peu connu, un philosophe célèbre anglais pourtant de son temps, Herbert Spencer. Donc Herbert Spencer, qui était athéiste, etc., qui a cru que donc, toute la civilisation est basée sur la raison et l'expérience, a beaucoup réfléchi sur les conditions à partir desquelles la raison et l'expérience peuvent être un guide de l'action humaine, peuvent amener l'homme au succès. Et selon Spencer, la considération la plus importante est que l'expérience ne soit pas faussée. C'est-à-dire, on est libre de spéculer, on est libre d'interpréter les expériences qu'on a comme on veut, mais on en tire les conclusions pratiques à son propre risque. Hein. Chacun agit de manière responsable. Et selon Spencer, il est très important de préserver cette responsabilité. Notamment lorsqu'il s'agit donc d'éduquer les enfants. Donc il prône un laisser-faire très large dans l'éducation des enfants. Donc évidemment, les parents devraient les protéger contre les dangers de mort, mais autrement, on devrait les laisser agir librement pour que chacun fasse ses mauvaises expériences. Alors ça, c'est une notion qui nous semble être très cruelle aujourd'hui, parce que nous vivons donc dans une période très particulière de notre civilisation où on considère qu'il faut protéger tout le monde contre tout, et à partir des enfants. Hein, donc les enfants, surtout, se trouvent toujours dans une espèce de cocon. Ils sont accompagnés à l'école par les parents jusqu'à un âge quand même avancé. On encadre tout. Il y a les parents hélicoptères hein, qui tournent autour des enfants la veille sur l'exécution de toutes les tâches quotidiennes. Voilà, les devoirs sont faits. Les relations de l'enfant avec ses amis, surtout aussi avec les professeurs, etc., évoluent dans la bonne direction, etc. On ne permet pas l'échec. Mais c'est justement ça, selon Spencer, qui s'avère très néfaste, parce qu'on coupe le lien entre action et conséquence. Et ce lien est de la plus grande importance, hein, que chacun soit donc en position d'expérimenter donc personnellement les conséquences effectives qui résultent de ses choix, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ses attitudes, du choix de ses amis, etc. Donc rompre les enchaînements causaux naturels produit de l'échec et du gaspillage. Donc c'est clair dans le cas de l'éducation des enfants. Hein. Il y a un échec dans la mesure où l'enfant n'apprend pas vraiment. Tout ce que l'enfant complètement encadré apprend, c'est que il faut écouter maman ou papa. En règle générale, c'est maman. Hein. Donc il faut bien faire attention, il faut bien respecter la consigne. C'est ce qu'on apprend.
C'est la seule chose qu'on apprend. Mais on n'apprend pas à prendre des décisions responsables. Donc c'est un échec. Hein, et éventuellement, lorsque maman ne sera plus là, l'échec est de quelque manière programmé parce qu'il n'y a personne qui surveille. Le gaspillage. Donc l'échec équivaut au gaspillage, parce qu'un échec c'est quoi? C'est l'utilisation des moyens qui sont à notre disposition, du temps de l'action, de l'épargne, de notre patrimoine, etc., afin de réaliser des projets que nous vous proposons. Là où nous n'avons pas intelligence effective des causes, nous allons donc investir ces ressources dans des projets qui ne donnent pas fruit. Donc l'échec est programmé, donc le gaspillage va de pair. Un autre exemple qui m'est cher, donc là je rejoins donc, mes conférences habituelles sur la monnaie. Hein. Donc si la Banque centrale intervient et protège les participants au marché financier en particulier des échecs, lorsqu'elle se met à sauver les banques en difficulté, surprise, le résultat est que les banques commencent à en tirer les conséquences justement qui sont fausses parce qu'elles ne voient plus la connexion entre leur action et la conséquence. Hein. On peut agir de manière irresponsable, on peut réduire toutes ses propres précautions, on peut baser tous ses investissements sur la dette au lieu sur les fonds propres. On ne peut plus avoir un sou, plus un rond en caisse. Hein. Donc ce qui nous paraît complètement absurde en tant que non financier, mais c'est ce que font effectivement les banques, hein, et espérer que tout va bien. Hein. Et effectivement tout va bien tant qu'on a la protection de maman, Banque centrale. Hein. Mais sur le plan plus global, il y a gaspillage des ressources. Ce gaspillage est camouflé en règle générale par ceux qui déresponsabilisent les agents. Donc c'est camouflé, donc les enfants qui n'adoptent pas les bonnes attitudes, qui ne sont pas habitués à réfléchir, à prendre leurs propres précautions, etc., deviennent donc paresseux dans la pensée et puis aussi en pratique. Et ceci peut être camouflé par le fait que les parents, pendant le temps de la jeunesse, etc., procurent constamment des ressources. Hein. C'est maman et papa qui financent. Hein, donc ça marche. Et pour les banques commerciales, les entreprises financières, c'est la même chose. Hein. Donc ce qui est gaspillage, en fait, ce n'est pas forcément un gaspillage qui se répercute de manière négative sur eux. Hein. Donc, parce qu'eux, ils survivent grâce à la planche à billets. Hein. Donc bien qu'ils soient la source du gaspillage, ils n'en souffrent pas personnellement. Hein. Et donc du coup, donc les coûts sont répercutés sur l'ensemble, sur d'autres personnes, et peuvent donc survivre. La conséquence est évidemment que la violence peut donc exercer un impact profond sur la culture. Elle peut modifier les modes de pensée, les modes d'action, les habitudes. Un économiste anglais, maintenant j'ai oublié le nom, mais rédigé un petit fascicule, hein, c'était sur finance et éducation. Et donc son argument était que les origines du socialisme se trouvent dans une éducation centrée sur l'enfant. C'était une conclusion surprenante. J'avais lu cet ouvrage parce que je m'attendais à lire quelque chose sur la finance, mais au lieu de quoi, je trouve donc très longuement développé cette idée que le financement, la subvention des comportements mauvais et comportements qui sont centrés sur la personne même donc de l'enfant produisent les mauvaises dispositions dans l'enfant. Donc l'enfant pense qu'il soit donc il devrait être le centre du monde, le centre de l'attention, et que toute politique devrait être donc menée pour créer son épanouissement immédiat. Hein, au lieu d'instiguer dans l'enfant une disposition donc, de respect, de considération des autres et d'apprendre à reléguer ses propres besoins temporairement afin donc d'atteindre les objectifs à long terme plus importants. Nous observons donc la même chose du côté de l'économie.
j'ai évoqué les pratiques financières des banques. Donc c'est vraiment frappant de constater que ces pratiques dans le secteur financier sont très différentes du reste de l'économie. Et la raison est que dans ce secteur, les entreprises dépendent beaucoup plus directement des subventions de l'État. On peut évoquer aussi l'exemple des chômeurs institutionnels. Donc c'est la même chose. Je dis toujours, la déresponsabilisation concerne à la fois donc les plus riches dans notre société, mais aussi les plus pauvres. On cultive donc dans les deux cas la même attitude qui consiste à espérer des autres une subvention permanente. Dernière considération que je vous propose, c'est de réfléchir sur en tant que cause de la culture, sur les porteurs de la culture. La culture n'existe pas dans le vide, elle n'existe pas in abstracto. Ce n'est pas juste un ensemble d'idées ou de dispositions qui flottent librement dans l'espace. Elle est toujours enracinée dans les personnes. Il y a toujours des personnes qui sont porteurs de culture. Et ceci soulève également, ramène donc à la problématique des migrations. Problème des plus importants de notre temps. Il y a beaucoup de libéraux qui pensent que la norme pour un libéral est donc l'idée que les migrations devraient être libres, donc, comme le libre échange des marchandises, etc. Il devrait y avoir libre mouvement des personnes. Alors ce raisonnement ne tient pas déjà sur le plan de l'analyse économique, parce que évidemment lorsque vous pensez au commerce extérieur, donc on importe des marchandises, il y a toujours quelqu'un qui les veut, il y a quelqu'un qui les achète, qui les laisse rentrer dans son ménage par exemple, ou dans son entreprise, qui les veut. Et déjà à cet égard-là, il y a une grande différence donc, avec les personnes qui viennent sans être invitées par qui que ce soit, sauf peut-être par la chancelière allemande. Et deuxièmement, donc, nous ne l'appétons pas dans notre vie privée. Si quelqu'un rentre dans mon salon ou dans ma chambre pendant la journée ou dans la nuit, peu importe, selon l'argument qui est courant, donc, il pourrait se revendiquer du libre droit de mouvement. Chacun a le droit d'aller partout où il souhaite, juste en raison de sa dignité humaine. Donc ça, ce n'est pas, c'est toutes sortes de doctrines, mais les socialistes d'origine, ce qui présuppose que tout ce qui appartient, il n'y a pas de propriété privée, il n'y a pas de possibilité pour les individus de déterminer, voilà, je vous prive, les autres, c'est ça, propriété privée, le droit de priver, c'est-à-dire d'empêcher les autres d'utiliser ce qui m'appartient. Et pour le cas des migrations, c'est la même chose. Donc le droit de propriété, poussé au bout du raisonnement, veut dire que chaque famille, chaque individu, mais aussi chaque communauté devrait être libre donc, de décider qui on va accepter et qui on ne va pas accepter. Donc ici, le modèle, pour moi, c'est un peu le modèle suisse. Donc au lieu d'européiser la Suisse, je pense toujours qu'il faut plutôt suissiser l'Union européenne. Donc il faut invertir le principe d'autorité. Nous opérons toujours selon le principe d'autorité que la loi la plus générale, la loi de l'Union européenne, devrait donc primer sur toutes les autres couches de juridiction, donc nationale, régionale et communale. Et les Suisses ont traditionnellement cultivé l'approche inverse, qui est correcte, c'est-à-dire la source de l'autorité est d'abord donc dans les ménages et puis dans la communauté, donc la municipalité. C'est elle qui décide des questions les plus importantes et juste les choses qu'elle relègue elles-mêmes à des instances supérieures peuvent être réglées de ces instances supérieures. Donc en poursuivant donc, ce modèle-là, on éviterait beaucoup d'ennuis que nous avons aujourd'hui. Et surtout, donc, on pourrait éviter pas mal des problèmes qui vont de pair avec des migrations socialistes. Ce sont les migrations socialistes que nous avons aujourd'hui. Donc là, les conflits sont préprogrammés. Dans certains cas, on dit toujours, voilà, il va y avoir donc, un changement de la culture sans doute, mais il y a des nouvelles synthèses. Il y a un nouveau mélange. C'est autre chose qui se met à la place de ce que nous avions auparavant. Oui, dans le meilleur des cas, oui. Donc ça peut se passer.
Mais si vous avez des orientations fondamentales, profondément différentes, parce que enracinées dans une orientation différente des individus, vous n'allez pas créer une synthèse. Vous allez, dans le meilleur des cas, une juxtaposition, un côte à côte pacifique, plus ou moins pacifique. Ça, c'est le meilleur qu'on peut espérer à ce moment-là. Je conclus. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Donc la culture est effectivement une cause fondamentale de la richesse des nations. Même les économistes peuvent le reconnaître. Je suis un exemple. Elle n'est pas, la culture telle que nous la connaissons, donc l'ensemble des normes, des orientations, etc., n'est pas elle-même la cause ultime. Donc les causes ultimes sont ailleurs, notamment dans les orientations religieuses, qui orientent également toute la place qu'ont la raison et l'expérience dans la vie humaine. Il est possible de changer la culture, mais à ce moment-là, je dirais qu'il faut en tout cas commencer par soi-même. Donc ça, c'est la première chose, surtout pour un libéral, il faut commencer par soi-même. Et il faut toujours à l'égard, chaque pas qu'on fait, où est-ce qu'il va m'amener? Réfléchir sur la finalité. Et là, la culture certainement nous aide, mais c'est ça la beauté de notre culture, nous sommes libres d'en dévier comme bon nous semble. Et dans ce sens, je vous invite à dévier de moi, d'être en désaccord avec moi, d'exprimer vos opinions. Merci de votre attention.